Je dis quelques mots pour remercier tout le monde d'avoir écouté, d'avoir participé, d'être intervenu dans le cadre de cette journée d'études expérimentale, comme on l'avait dit. On voulait essayer quelque chose et on a le sentiment l'un et l'autre que ça a non seulement bien marché, mais même très bien marché, qu'on aurait envie de continuer, peut-être sur quelques jours, ou avec des collègues, d'autres collègues, en particulier pour ce qui me concerne, avec mes nouveaux collègues d'Afrique, enfin nouveaux pour moi, eux, ils travaillent depuis très longtemps dans leur musée et sur ces questions patrimoniales, et pour ce qui me concerne, j'ai fait la connaissance depuis quelques mois d'une dizaine de collègues remarquables avec lesquels j'aurais vraiment eu envie de discuter toutes ces questions si on n'avait pas organisé cette journée il y a 1 an et demi. Malik Ndiaye était là, le directeur du musée de Dakar tout à l'heure, il a été avec nous toute la journée. J'espère peut-être que l'an prochain, on fera un colloque sur ce genre de questions avec tous nos collègues africains. Voilà, donc ça c'est simplement pour dire que les portes sont ouvertes et que ça a marché, qu'on a envie de continuer. On va tenter quelques mots de conclusion qui seront peut-être des mots ouverts puisque on a mis la pensée en marche et que maintenant il va falloir la mettre en forme, mais ce ne sera sûrement pas dans les 10 minutes qui suivent. Oui, 10 minutes. Oui, merci Bénédicte. Effectivement, la journée a été très dense, peut-être d'ailleurs tout particulièrement cette dernière table ronde qui nous oblige à confronter des vocabulaires et des concepts qui ne sont pas forcément familiers aux sciences humaines, ce qui d'ailleurs, cette séparation, une autre tomie d'ailleurs, un autre tomos entre le raisonnement juridique et celui des sciences sociales ou de l'histoire de l'art. Alain Schnapp, en commençant ce matin, en appelait à une physique et à une métaphysique des œuvres. Je crois qu'on a là exploré une partie, peut-être, je rebondis sur ce que vient de dire Pierre Baudot, de ce qui pourrait être une théorie des biens en partie comique, mais surtout à pas seulement une métaphysique des œuvres, mais peut-être aussi une psychanalyse des objets, puisqu'après tout, c'est une des approches, une des optiques qui a rôdé par-ci par-là, grâce à Freud et son totem tabou, et son tabou, mais peut-être de manière insuffisante, et ça me semble être une piste indispensable. Une psychanalyse des objets, toujours à défaut de pouvoir faire celle de ceux qui les gardent ou de ceux qui les revendiquent. Hein, on est toujours dans cette question. Donc, au fond, non pas pour faire cette psychanalyse, mais pour l'envisager, justement sous un plan physique, je crois que aujourd'hui, c'est une journée kaléidoscope, pour rester dans le vocabulaire de l'optique. En effet, nous avons tenté, je crois, de commencer à dresser le prisme des différents vocabulaires, des différents modes d'approche, des différents regards, c'est loin d'être exhaustif, qui permettent en effet de replacer les objets et leur circulation dans un cercle successif d'espace et de contexte, mais surtout de mouvement, de dépôt et de transfert. Je dis bien de transfert. Transfert, puisqu'après tout, translocation, translation, transfert, on reste et dans le vocabulaire du pouvoir et dans celui de l'analyse freudienne, de transfert des objets. Ces espaces de circulation, et c'est presque un hasard, nous n'avions absolument pas prémédité, je vous le promets, je crois, ont été, c'est assez impressionnant, universels, puisque à peu près tous les continents ont défilé, y compris le Cambodge, l'Extrême-Orient dans les dernières paroles de Pierre Baudot, de la Grèce à la Chine dès le début de notre journée, du Bénin, bien entendu, au Cambodge, en passant par l'Inde, le Mexique, et une fois de plus sans aucune commande à nos intervenants, avec aussi des motifs matriciels qui sont autant d'arbres qui cachent la forêt, si j'ose dire, de la compréhension. Je pense notamment à la Grèce, qui semble être à la fois un référent et en même temps, on l'a vu à plusieurs reprises, quelque chose dont la polyphonie parfois tourne en cacophonie, mais avec toujours cette idée de qui possède l'origine de l'empire des œuvres, l'empire sur les œuvres, l'empire par les œuvres, et évidemment, on retrouve toujours cette idée des translations impériales qui, de Assour à Londres, en passant bien entendu par Istanbul, vous avez vu la centralité de l'Empire ottoman, et c'est d'autant plus important que l'Empire ottoman, c'est l'Empire romain, n'oublions jamais, et ce serait évidemment une erreur de penser qu'il y a là, une erreur à la fois orientaliste et occidentaliste, d'oublier que le principal lieu finalement impérial, où une grande partie de cette dislocation
du rapport entre le pouvoir et ses œuvres, de cette dislocation s'est faite au XIXe siècle aux marges et à l'intérieur de cet empire. Donc on retrouve toujours ce motif de la translation qui est aussi un transfert. Et évidemment, pour la suite de notre réflexion, je crois, et de cette métaphysique ou psychanalyse des objets, il faudra vraiment faire très attention aux questions de vocabulaire. On voit combien les mots du droit sont des pièges, mais sont aussi des instances de libération paradoxales qui ouvrent des espaces de possibilités que, y compris les acteurs, méconnaissent, y compris les experts du patrimoine. Et de ce point de vue-là, évidemment, je voudrais juste terminer ces quelques mots sur deux ou trois mots-clés, ou deux ou trois propositions. Tout d'abord, en effet, ce constat que le transfert d'objets s'accompagne d'un gain de savoir, ce que Hartwig Fischer nous a rappelé, bien entendu, mais aussi d'une perte d'information. Et que cette perte d'information, c'est l'instance du refoulement. Et je garde, si vous voulez bien, un tout petit peu encore ce vocabulaire freudien. Instance de refoulement, on l'a vu à travers le dépliement du temps et surtout le temps de dépouillement des archives, qui est presque infini, puisqu'après tout, cette histoire des objets permet de rendre plus complexe le dialogue binaire entre le détenteur et le revendiquant, mais démultiplie au fond les problèmes. Je reviens sur le cas des archives Reynac. Elles sont aujourd'hui en France. Ça tombe bien, le Louvre aussi est en France. Mais la bibliothèque Méjeanne, ce n'est pas l'État, c'est la bibliothèque municipale d'Aix. Donc si on commence à raisonner... Bon, donc qui possède l'objet, qui possède l'esprit des objets, mais qui possède l'esprit de l'esprit des objets? Et évidemment, on peut continuer de manière infinie. Ou mieux, qui possède les objets qui sont les preuves de l'esprit de l'objet. Et donc on peut évidemment... c'est un cercle infernal, qui et heureusement d'ailleurs infernal. Et au fond, cette question, ce constat, il a été évoqué à plusieurs reprises, du transfert, de l'importance du transfert des objets, me semble devoir déboucher aussi sur une réflexion proprement muséale. Pourquoi ne pas exposer plus, pas simplement l'animation des œuvres, comme à l'époque de Georges-Henri Rivière, mais les marques de propriété, quand les musées, comme ça a été le cas justement dans l'exposition à qui appartiennent ces tableaux, dont le commissaire était Isabelle Lemann de Chermont, exposeront enfin le dos des tableaux, systématiquement. Et arrêteront de faire des tableaux, des images, alors que ce sont des objets, avant tout. Quand on verra effectivement la vie de l'œuvre derrière, dans son dos, plutôt que de passer devant lui comme s'il était justement un masque. Et je ne parle pas des archives. Quand les muserais arrêteront de faire des archives, simplement, cette flore documentaire poussiéreuse qu'il faut absolument évacuer des vitrines sacrées de l'esthétique qui reste la religion absolue de notre modernité. En effet, mettre en scène les archives du transfert, ce n'est pas simplement faire de la documentation, c'est tout simplement réanimer, comme l'a dit aussi Nanette Snup ce matin, par leur histoire, non pas les archives justement de leur production, les archives de leur conception, mais bien les archives de leur translocation successive. Et j'en viens à ma deuxième remarque. Au fond, si on continue à suivre le raisonnement analytique, sinon psychanalytique, le grand présent absent de notre journée, c'est-à-dire l'inconscient de tout le système, l'inconscient, c'est bien entendu le marché. Qui, en fait, a rôdé partout toute la journée, sans véritablement montrer son visage, aussi bien aux portes des musées qu'aux sorties des tranchées archéologiques, ce marché des œuvres d'art, qui est bien sûr l'inconscient absolu de toute cette question des transferts d'objets, l'instance décisive, l'instance d'effacement et de transformation, l'instance de dilution des objets-personnes en objets appropriables, par la manipulation successive, l'instance qui efface les provenances, dissout les esprits, et, Benoît de l'Étoile l'avait rappelé, l'objectif de l'essai du don de Marcel Mauss était quand même, en invoquant presque magiquement le haut comme principe économique possible, de faire advenir une société anticapitaliste, sinon socialiste. Donc au fond, le marché, on le sait, c'est bien ce qui transforme tout en bien appropriable, et on voit comment ce marché peut aussi être, on pourrait le dire, une instance de blanchiment
des objets. C'est à mon ami François-Xavier Fauvel que je dois cette image dans les discussions que nous avons eues entre les pauses. Donc, et j'en termine par là, cette histoire et du transfert des objets et de l'inconscient du marché, dans l'histoire des musées, reste une histoire, bien entendu, qui reste à faire. Et cette histoire me semble impossible à détacher de l'histoire des translations impériales. Donc une chronologie qui est entièrement à rebâtir ou à bâtir. On a peut-être aujourd'hui les débuts d'un linéament d'une chronologie. Il est commode, en effet, que la mise en procès du butin de guerre tombe l'année 1899, c'est quand même assez extraordinaire pour un historien en termes de chronologie. Voilà, c'est parfait. Le XXe siècle, on pourrait un jour, peut-être qu'un jour, le XXe siècle se définira pas simplement par l'arrivée de la guerre 14, mais justement cette mise en procès du butin de guerre qui me semble créer une barrière radicale pour le coup, parce qu'en effet, tout ce qui auparavant semblait être de l'ordre de l'appropriable devient en théorie inappropriable. Mais ce n'est évidemment qu'un premier jet. Et évidemment, je passe la parole à Bénédicte pour une conclusion un peu moins, si j'ose dire, historienne. Voilà, alors moi, après cet envol de Yann Potin, je ne peux plus rien dire. Et je vais retomber sur les questions que nous nous étions posées à l'origine, les 4 questions, et essayer de voir très rapidement si on a obtenu des réponses à ces questions, oui ou non. Mais je souscris à tout ce qu'a dit Yann, et je pense que ce n'est pas simplement une psychanalyse des objets qu'il faut faire, mais aussi des institutions et de nous-mêmes. Et on l'a entendu, grâce à nos voies juridiques, les blocages sont moins d'ordre juridique que psychologique, et c'est à mon avis beaucoup là-dessus que nous devons tous travailler. La première section s'intitulait « Le droit des objets à disposer d'eux-mêmes, une figure de style, point d'interrogation ». On a vu que l'iconographie, les textes, les témoignages étaient très nombreux, qui faisaient des objets des personnes parlantes, agissantes. On n'a pas répondu à la question, exactement. On a constaté, on a continué de constater qu'en effet, cette figure existait, avait existé, continuera d'exister et qu'elle est aussi instrumentalisée à des fins politiques. Mais une figure de style, ça voudrait dire, est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas? Est-ce que quand on voit des affiches qui réclament le retour des marbres du Parthénon et que ce sont les statues qui parlent, est-ce que tout le monde y croit? Qui y croit? Est-ce qu'il y a des différences sociales dans la croyance dans ce genre de topoi? Oui ou non? Je crois qu'on n'a pas répondu vraiment à cette question-là. Je ne sais pas exactement comment on pourrait y répondre dans les différentes périodes, et Charlotte Guichard appelait à l'historicisation de ces questions. Mais à partir de quand on n'y croit plus? Est-ce que tout le monde n'y croit plus ou certains continuent d'y croire? Je pense que c'est une question qui mérite la peine de continuer à travailler en nous. La deuxième section était intitulée « Un principe ». Donc le droit des objets à disposer d'eux-mêmes, un principe anthropologique, point d'interrogation. Là, on peut répondre, oui, on pourrait même dire une constante anthropologique. Les objets ne sont pas seulement animés, ils agissent sur nous. On l'a vu dans les différents exemples mentionnés. Et le rappel de Benoît de l'Étoile de relire Mauss et de revoir combien son impulsion, et plus généralement les années 20 d'ailleurs, même du côté allemand, peuvent nous donner des pistes pour aujourd'hui, puisque hélas, toutes les discussions qu'on mène ici ont déjà été menées à peu près tous les 30 ans, depuis 1815, de manière très intensive. Et peut-être qu'aujourd'hui, 100 ans après les grandes restitutions de 1815, on pourrait passer un cap qualitatif et voilà, passer de la théorie au déblocage juridique, psychologique, etc. Il a été question de réanimer les objets, c'était la mission que s'est donnée Nanette Snoep. Réanimer les objets, leur redonner une âme par une certaine thérapie. Le terme de thérapie est souvent tombé, et c'est aussi celui d'Yann. Nous-mêmes, dans la mission qui nous occupe, Felwine Sarr et moi, on parle beaucoup avec nos collègues africains de resocialisation, de réappropriation de ces objets, mais surtout de resocialisation. Il y a là sans doute un grand champ à continuer de creuser et qui permettra justement de relire des auteurs comme Mauss et ces histoires du how et de la manière de rendre autre chose que ce qu'on a pris et de répondre à la question de ce que restituer peut vouloir dire. Donc en pensant ces catégories-là, évidemment, on pourra sans doute avancer. Un argument politique, oui. Plus qu'un argument, une arme politique. Et là, on a vu dans les différentes mises en scène, les iconographies, y compris des restitutions, des réclamations, ces scénographies. Je cherche Vincent Négri avec ces photos, il appelait ça des collectors de Kadhafi,
On voit bien que là, ces mises en scène du droit des objets à revenir ont un rôle politique très important, qui est à la fois important, et puis Edem Eldem l'a souligné, important et inquiétant. Il faut faire attention à ça, mais en même temps, on ne peut pas ignorer cet argument-là. Et la fiction juridique, on a bien compris qu'il n'y avait pas de fiction juridique, qu'il n'y avait que des blocages psychologiques, donc, et que l'ingénierie juridique serait capable de débloquer ensuite, quand tout sera prêt, les choses. Je retiens pour ma part particulièrement l'histoire du droit comme des intérêts juridiquement protégés, ce qui posera la question de discuter quels sont les multiples intérêts de l'objet. Donc être chez lui, être bien à l'abri dans un musée, se faire entwesen dans le Entwesungsraum pour être dépouillé de tous ces parasites, etc., etc. Il faudrait peut-être aussi discuter de l'intérêt de l'objet ou de l'intérêt fantasmé de l'objet pour ce qui nous concerne. Et puis pour finir, on est parti ce matin sur un ton plutôt ludique, le jeu des jeux. Et puis j'ai eu l'impression, on a évidemment le bien comique qui est arrivé tout à la fin, mais néanmoins j'ai le sentiment, et il me paraît encore plus évident quand je pense à nos collègues du Sud global, comme on dit, que c'est pas vraiment un jeu, c'est quand même très très sérieux, toutes ces questions, et que même la métaphore des marionnettes, je ne suis pas tout à fait sûre. Je crois qu'on gagne en crédibilité, nous tous les experts, comme le font les juristes d'ailleurs, ils nous ont démontré leur sérieux sur ces questions, à ne pas être trop ludiques avec ces questions-là, parce qu'elles dépassent de très loin oui, des règles du jeu qu'on pourrait modifier à merci ou à l'envi. J'ai dit merci, psychanalyse. Merci à tous pour ces journées et à très bientôt.